Bon, et encore, merci d'avoir accepté cette interview, cette rencontre. Avec plaisir, avec plaisir. Et moi, je m'appelle Sarah Jauban, prof des écoles depuis 17 ans. Je suis aussi maman de 2 adolescents qui sont maintenant en 3e lycée et collège, dernière année de lycée et collège. La question du harcèlement et du bien-être, en fait, du bien-être à l'école est quelque chose qui m'a toujours été très important dans ma carrière. Et au-delà de mes fonctions de prof ou de maman, j'ai toujours essayé d'apporter des éléments aux collègues, en fait, pour pouvoir être attentif à ce qui pourrait améliorer le bien-être des enfants. Être attentif à nos vieilles habitudes qui amènent beaucoup de problèmes alors même qu'on s'en rend pas compte. Être vigilant sur des angles, sur des choses qui concernent normalement personne en particulier, ce qui fait que personne particulièrement les prend en charge. Et c'est dans ce cadre-là, et en particulier avec une question d'une prof qui m'avait posé la question que faire pour prévenir le harcèlement, que je voulais faire cette interview quand j'ai eu la chance de vous rencontrer à cette conférence. Voilà, donc ça c'était pour me présenter à vous. Et puis ce que je vous propose, c'est de vous présenter en expliquant un petit peu ce que vous faites, bien sûr, mais aussi qu'est-ce qui vous a amené à vous saisir de ce sujet et quel message vous avez envie de transmettre. S'il y avait qu'un seul message que vous aviez envie de transmettre, ça serait lequel et à qui? Un seul message. J'ai pas de message à transmettre. Je suis pas un messie. Non, ça c'est compliqué. Me présenter rapidement. Alors rapidement, moi j'ai été enseignante. J'ai été prof de français. J'ai enseigné dans ce qu'on appelle des établissements difficiles. Enfin à l'époque, ça portait d'autres noms encore. Et j'ai bougé parce que j'étais une maman titulaire remplaçante, donc j'ai connu un certain nombre d'établissements. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'en fonction du contexte, c'est-à-dire du contexte humain, l'équipe, l'environnement humain, la direction, l'équipe de profs, la qualité des relations, je dirais, entre adultes, eh bien, on vivait quand même les choses de manière assez différemment avec les élèves, et du coup, les élèves eux-mêmes vivaient les choses assez différemment. Enfin, voilà, il y a quand même, il y a la difficulté, il y a des difficultés qui sont là à l'état brut, contre lesquelles on ne peut rien faire, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire au niveau des relations humaines et qui jouent quand même un rôle vraiment décisif dans la manière dont ça se passe avec les élèves. Voilà. Et ça m'a évidemment aidé à réfléchir, puisqu'au départ, je partais d'expériences très douloureuses pour moi, où je me sentais très incompétente, totalement démunie face aux difficultés que je rencontrais. Enfin, c'était assez désespérant. J'en étais quasiment en dépression. Et c'est pour ça que je me suis formée à l'école de Palo Alto. Enfin, après avoir cherché vraiment dans toutes les directions, j'ai fini par tomber sur un livre qui m'a fait découvrir l'école de Palo Alto. Et je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse pour réfléchir, en fait, pour commencer à réfléchir à tout ça, à tous ces problèmes, toutes ces souffrances dans lesquelles j'étais prise moi-même, et puis une manière d'intervenir qui soit, je dirais, efficace, et pas juste, pas juste, que ce soit pas juste de la bonne volonté et de bonnes intentions, mais que ce soit efficace. Donc, c'est ce qui m'intéressait beaucoup dans l'approche de l'école de Palo Alto. Déjà, une vision systémique où on voit les choses dans les interactions, donc dans la dynamique interactionnelle et pas de manière figée, caricaturale, comme si les choses ne bougeaient pas, etc. Vous voyez, déjà d'être capable d'étudier la dynamique interactionnelle et avec tout ce concept des tentatives de solution, qui est passionnant, et donc des manières, un travail sur la communication qui permettent d'avoir tout à coup, de trouver une brèche là où on a l'impression qu'on peut rien faire. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a vraiment intéressée. Du coup, j'ai fait la formation jusqu'au bout parce que ça me passionnait vraiment. J'ai reçu le diplôme de cette école qui est l'Institut Gregory Bateson, qui représente officiellement l'école de Palo Alto Europe francophone.
Et je me suis retrouvée, je dirais, avec un nouveau métier en main, ayant rencontré des collègues qui, comme moi, étaient intéressés par les problématiques scolaires et qui avaient fait les mêmes études que moi à l'Institut. On a commencé à travailler en équipe, et ça a été absolument fondamental pour que on réfléchisse vite, bien, de façon efficace, et qu'on, je dirais, réussisse à mettre en commun nos expériences. Enfin voilà, du coup, on a rapidement progressé, je dirais, rapidement vu des choses intéressantes. On a commencé à le communiquer sous forme de conférences pour aider les parents. Et voilà, on nous a rapidement aussi demandé finalement des formations, d'autres communications. Moi, j'ai écrit quelques articles qui font que on m'a demandé du coup mon avis sur certaines choses. Et ça fait qu'au bout d'un moment, la délégation ministérielle chargée de la lutte contre les violences scolaires s'est intéressée à ce qu'on faisait dans notre petite équipe. Et c'est comme ça que la question du harcèlement scolaire qu'on traitait depuis le début est devenue prioritaire, je dirais, alors qu'on s'occupe aussi des souffrances à l'école en général, hein. C'est-à-dire, parce qu'en réalité, tout se tient en plus, hein, tout se tient. Et ça se tient même avec les souffrances extrascolaires, d'ailleurs, pour certains aspects. Mais le harcèlement n'est pas détaché des problématiques de décrochage, par exemple. Ça peut être très... Hein. Donc, on s'intéresse aussi beaucoup aux problématiques d'apprentissage, de décrochage, de dégoût devant les apprentissages, de perte de confiance en soi. C'est très intéressant. Mais c'est vrai que la question du harcèlement, étant donné qu'elle est devenue une priorité nationale, nous a beaucoup sollicité et nous passionne parce que c'est quelque chose de comment dire, très, très douloureux déjà pour ceux qui sont pris dedans. Donc, extrêmement dangereux pour un élève. Il peut vraiment voir sa scolarité détruite et sa vie parfois terriblement abîmée par cette expérience-là. Donc, c'est quelque chose d'urgent. Et puis parce que ça, mine de rien, ça montre des dysfonctionnements au sein du système scolaire. Vous parliez de bien-être à l'école, qui sont assez généraux. Donc, ça nous renvoie à une vision très systémique de tout. Vous voyez, on a à la fois, je dirais, un intérêt intellectuel par rapport à cette question, et puis une urgence à agir. Et on est tout le temps, la spécificité de mon équipe et puis de toutes les personnes avec qui je travaille, Jean-Pierre Bellon aujourd'hui, qui lui a travaillé pendant des années avec les élèves intimidateurs au sein des établissements. Je crois que ce qui nous réunit, c'est qu'on est des gens de terrain. On a face à nous, moi c'est tous les jours que je vois des élèves qui sont en situation de cible de harcèlement. Donc on n'est pas juste dans de la théorie. On est face à des situations réelles. Jean-Pierre Bellon, il était face à des élèves réels. Ces intimidateurs, ils sont pas sur le papier. Il les a rencontrés. Il a vu à quel point on ne pouvait pas porter de jugement, on ne pouvait pas mettre d'étiquette. Vous voyez, c'est une expérience précieuse parce qu'elle est liée à... Et en même temps, on a... Pardon, je vais couper mon téléphone. Et en même temps, on a la chance d'avoir le recul de la réflexion. On n'est pas coincé, vous voyez, dans un quotidien où on a tout le temps le nez dans le guidon. On a quand même ce travail en équipe, on a le recul de la réflexion. Et ça, c'est précieux. Voilà. Je ne sais pas si je me suis suffisamment présentée. Très bien, merci beaucoup Marie Cartier, parce que du coup, je n'avais pas précisé votre nom, mais je le rajouterai au pire avec un petit bandeau. Parfait, dans tout ce que vous me proposez là en termes de présentation, ce que je retiens, si je synthétise en une petite phrase, et vous me direz si vous êtes d'accord, et que je trouve vraiment intéressant, c'est cette idée qu'on peut agir, que c'est systémique et que c'est lié aussi à beaucoup d'autres causes. Et voilà, et que du coup, que ce soit sur le terrain, c'est une question qui devient prioritaire du point de vue national, du point de vue du ministère. Et donc, une question dont on est en train de se saisir, mais pas pour rester dans les hauteurs, mais pour vraiment agir cette fois-ci et trouver des moyens d'action. Ce dont on va parler juste après. Dans ce que vous avez évoqué, moi, j'ai une petite question. Vous parliez alors, on pourra représenter après le réseau Orphée aussi. Et vous parliez de votre collègue, Monsieur Bellon, et je sais plus le mot que vous avez utilisé, non pas harceleur, c'est comment? Intimidateur. On n'aime pas du tout en fait le mot de harcèlement. Voilà. Le mot de harcèlement, on le questionne beaucoup, Jean-Pierre Bellon et moi.
On est embêté que ce mot-là ait été choisi en France pour définir ce phénomène, parce qu'il prête à confusion, s'il prête à confusion avec les autres formes de harcèlement. Il est inaudible. Ouais. Comment voulez-vous dire à un parent que son enfant est un harceleur? Comment voulez-vous? C'est inaudible. Moi, si vous me dites que mes enfants sont harceleurs, je vous dis non. Vous voyez. Et pourtant, tout enfant, et les nôtres aussi, sont tout à fait capables de prendre part à de l'intimidation. Vous voyez, de répéter un surnom, de ricaner, de je ne sais quoi, de laisser de côté un enfant. Vous voyez. Exactement. Et ça, tous les enfants sont capables de le faire. Donc, le mot harcèlement est totalement inefficace en fait. Mais bon, c'est celui qui a été pris, donc on l'emploie. Mais c'est vrai que quand on commence à questionner ce mot et qu'on réfléchit à une autre manière de désigner ce phénomène et du coup ceux qui participent, vous dire que votre enfant est un intimidateur, vous voyez, oui, il peut intimider quelqu'un, oui. Oui, c'est vrai. C'est déjà ça, c'est audible. Et donc, on peut commencer à se responsabiliser. Vous voyez, je crois que c'est très important. Oui, c'est clair. Et puis, ce que je trouve intéressant dans cette idée, c'est ça, c'est à travers les mots à remettre en question. Quels sont aussi les tabous, les croyances que vous avez dû bousculer. Vous en avez parlé d'une tout à l'heure avec ce mot intimidateur, et tout le monde peut l'être. Les postures peuvent complètement changer. Est-ce qu'il y a d'autres croyances comme ça que vous avez levées chez les proches, chez les parents, chez la communauté éducative? Il y a l'idée que les victimes, donc les cibles, ont un profil aussi. Ça aussi, c'est une idée fausse qui a longtemps été, qui l'est moins aujourd'hui justement, quand même. Mais elle a longtemps été véhiculée. C'est-à-dire, voilà, les enfants qui ont telle et telle particularité physique ou telle et telle, eux, vous voyez, il y a des confusions du coup, des confusions. On n'est pas sur le même problème. Et donc, on risque de traiter les choses de manière inexacte. Enfin, donc, il faut ça. Moi, je peux vous l'affirmer. Je vois tellement d'enfants défiler chez moi. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. J'aurais remarqué quand même s'il y avait des profils. Non, il n'y a pas de Non, c'est clair, c'est pour ça que c'est intéressant. Je trouve que, voilà, j'avais pensé à des questions à vous poser, mais je trouve que de prendre par ce bout-là et commencer par là, c'est hyper intéressant parce que, ne serait-ce que questionner les mots et se poser de la question de ce qu'on croit, de ce qu'on prend pour habituel, de ce qu'on accepte aussi, c'est commencer à se réveiller pour moi. Et c'est vrai que dans les pratiques même bien intentionnées, ne serait-ce qu'accepter des mots inadaptés et du coup de mal comprendre la situation et du coup de mal agir, c'est pour moi, je trouve, un premier pas très très important pour bousculer un petit peu les consciences, les habitudes et la façon d'agir. Tout à fait. Alors du coup, sinon, puisque on parle de harcèlement à l'école, on va être un petit peu plus scolaire. Je vous propose de nous expliquer un petit peu ce que c'est le harcèlement à l'école, de quoi on parle précisément. Alors, on parle de phénomènes qui sont souvent invisibles aux yeux des adultes. Lorsqu'ils deviennent visibles, c'est déjà grave, en quelque sorte. C'est déjà, voilà, en général, ça veut dire que c'est déjà embêtant, quoi. Il y a déjà, vous voyez, quelque chose qu'on a autorisé, enfin, qui s'est autorisé, qui s'est mis en place, en tout cas, un mécanisme qui est mis en place et qui est déjà en train de faire vraiment mal. Plus on prend les choses tôt, mieux ça vaut, pour les apaiser. Donc c'est beaucoup de petites choses qui semblent invisibles et en fait c'est finalement un déséquilibre dans la relation, des relations qui devraient être paritaires. Ce sont des élèves qui ont le même âge, vous voyez, ce sont des pairs au sens paritaire, et se met en place un déséquilibre avec une prise de puissance, pas vraiment de pouvoir, mais une sorte de puissance des uns contre souvent une cible qui, par son isolement, se retrouve fragilisée et qui se retrouve fragilisée aussi parce que chacun de nous, dans un état de stress, on a tendance à avoir des réflexes qui sont pas forcément les bons. C'est ce que génèrent les états de stress. Et donc, ces réflexes rendent prévisibles les réactions de cette cible, ce dont évidemment se régale en quelque sorte le groupe qui prend de la puissance parce que c'est un mécanisme qui du coup est joué d'avance. Et ce groupe n'est pas foncièrement obligatoirement méchant, ça
c'est un piège également, parce que ce groupe vit également dans une peur. Le harcèlement c'est pour ça que le mot intimidation nous intéresse beaucoup, il a pour caractéristique qu'il y a une émotion sous-jacente qui parcourt tous les acteurs, qui est la peur. Parce que ceux qui se trouvent dans le groupe d'intimidateurs, ils ont tout à fait peur de plusieurs choses. D'abord que ce soit eux les prochaines cibles. D'ailleurs, certains sont dans ce groupe parce qu'ils ont senti qu'ils auraient pu être une cible. L'excellent clip qui a été réalisé là par le ministère pour la campagne actuelle, là, la toute dernière, là, sur le sexting, montre très bien ce cheminement d'un garçon qui s'est dit « Oh là là, je vais être cible et donc je vais m'empresser d'être de l'autre côté. » Vous voyez, on voit très bien ça. Donc, c'est de la peur. Et lorsqu'ils sont dans cette dynamique, vous voyez bien, de maltraitance, il y a entre eux des jeux parfois tout à fait inquiétants, disons qu'on appartient au groupe parce qu'on a terriblement peur que si on n'appartient pas au groupe, on peut être sa cible ou qu'on puisse se retrouver exclu seul. Et il y a aussi comme la peur à un moment que sans doute les adultes s'en mêlent quand même, donc ils ont toujours une espèce de prudence incroyable. Mais et puis je pense qu'il y a quand même une terreur peut-être plus inconsciente à l'idée que ma foi tant de méchanceté puisse avoir lieu sous les yeux des adultes. Donc ça leur donne à tous le sentiment de vivre dans un monde où il n'y a pas de loi en fait, vous voyez. Je pense que ça c'est terrifiant en fait pour tous les élèves. Pour tous, y compris pour ceux qui ont le pouvoir. Ça peut donner envie d'être de plus en plus puissant pour se protéger, mais en tout cas, il y a quand même une forme de peur. Donc, le harcèlement est mu par la peur de tous contre tous, je dirais. Cette peur, elle apparaît dans le contexte scolaire, parce que le contexte scolaire fait peur aux élèves, très souvent. Fait peur aux parents. Fait peur parfois aux profs. Moi, j'ai connu la boule au ventre en tant que prof. Donc, vous voyez, quand on commence à être dans un contexte où il y a de la peur chez les uns et chez les autres, alors là, c'est un magnifique terreau pour que du harcèlement se développe. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais vous demander. C'est finalement le terreau, il y a la peur, certes, chez les enfants, mais effectivement, on en reparlera plus tard sur comment prévenir le harcèlement, mais là, il y a une espèce de piste sur quand même quand on voit le terreau de cette peur qui se fait à tous les étages et une espèce de comme s'il y avait deux mondes scindés en fait, avec les enfants qui se comportent d'une certaine manière devant les adultes ou dans le monde de la classe et puis qui ont un autre comportement à l'abri des regards. Ces deux mondes avec ces deux attitudes différentes et avec cette idée de le préserver et je dirais un manque de lien sans doute entre les deux, un manque de confiance ou en tout cas oui, que les adultes n'aient pas pu mettre en place ou provoquer un climat qui permette que ça n'arrive pas et qu'il y ait des ponts qui soient beaucoup plus ouverts entre les deux en fait. Et peut-être aussi évacuer les peurs, etc. Enfin ça, de toute façon, on pourra en parler après. J'allais vous demander quelles sont les traces, quels sont les impacts que le harcèlement laisse aux victimes. Oh là là, elles sont importantes. Alors évidemment, ça dépend quelle a été la gravité, la durée, comment aussi la victime s'en est sortie. Si la victime a la chance, je dirais, d'en sortir la tête haute, ça la restaure. Voire, ça lui apprend, je dirais, à mieux gérer dorénavant les relations dans lesquelles elle risque, au niveau, vous voyez, un peu complexe, dans lesquelles elle risque d'être prise. Donc, ça peut être très intéressant comme expérience, si on s'en sort bien. Si on l'a subi sans pouvoir s'en sortir et que je dirais que la fuite a été la seule solution, à un moment, vous voyez, ça peut laisser des traces très graves. On voit souvent des cibles qui ont beaucoup de mal ensuite avec tout ce qui ressemble à la scolarité. Dès qu'il y a des études où il faut une assiduité, un contrôle du travail, des évaluations, tout ce qui ressemble à de la scolarité peut être bloquant. C'est normal, ça s'est passé dans ce contexte-là. Vous voyez, donc, et ça, c'est très douloureux parce qu'alors même qu'il n'y a plus de harcèlement ailleurs, si la blessure a été trop longue, longtemps entretenue, ça peut vraiment
mettre en échec des personnes qui ont d'énormes compétences, d'énormes qualités. C'est tout à fait, et ça peut ensuite, moi je vois bien les adultes qui témoignent de situations de harcèlement qu'ils ont vécues, témoignent d'une perte un peu de confiance en soi, vous voyez, parfois même de difficultés à tourner la page par rapport à ça, avec toujours ces idées qui reviennent. Oui, donc c'est très, ça peut être extrêmement douloureux. C'est vraiment un phénomène qui est grave. Il faut vraiment prendre très très au sérieux. C'est ça. En fait, il y a quelque chose qui est assez impressionnant. C'est des choses qui à la fois ont toujours existé et c'est des choses qui pour autant n'ont pas toujours pris. On n'a pas toujours pris la mesure ou bon sur le papier ou parce que voilà. On l'a pas prise, non? En France, on a mis. Voilà, on va écrire qu'il faut apprendre aux enfants à vivre ensemble. Donc ça, c'est pas neutre. Hein. Mais après, dans les moyens, dans la formation qui est donnée aux profs ou dans le temps qui est donné pour effectuer tout ça, ça n'apparaît pas, à moins d'avoir une volonté personnelle, ça n'apparaît pas comme quelque chose qui a le même poids que les maths, le français ou finir telle ou telle chose. Donc c'est assez impressionnant en fait ce décalage entre l'existence de ce phénomène, les impacts de ce phénomène, perte de confiance en soi, une espèce d'ancrage négatif du contexte qui fait que ça peut par la suite, tout ce qui ressemble au contexte dans lequel ça s'est passé peut être comment dire, source de mal-être et du coup de provoquer enfin, je trouve pas les mots, mais des impacts graves pour la suite. Voilà, pour des gens qui ont toutes les capacités voilà, de casser des potentiels dans la mesure où il y aura besoin d'être dans des contextes d'apprentissage et autres pour se développer et développer son CV et autres. Donc, effectivement, de casser des potentiels. Combien d'enfants ou de jeunes sont victimes de harcèlement en gros, est-ce qu'on a des chiffres à peu près? Oui, on a des chiffres que toutes les enquêtes montrent à peu près 10%. Ça bouge pas tellement. Enfin, je veux dire, toutes les enquêtes montrent à peu près cette proportion. Alors, ça varie de 8 à 12, vous voyez, mais c'est à peu près. D'accord. Et est-ce qu'on a des chiffres aussi sur les intimidateurs? Sachant que du coup. Non, je crois qu'il n'y a pas de chiffres. Non, c'est très compliqué parce que qui est intimidé? Franchement, c'est facile. La victime, on peut l'identifier. Mais les intimidateurs, où s'arrêtent, comment dire, il y a une sorte de dégradé assez. Voilà, je me demandais combien d'intimidateurs et vous me disiez que c'était un petit peu difficile à évaluer parce que justement. On peut pas parce que entre ce qu'on appelle les témoins et les intimidateurs, où est vraiment la frontière? Donc, on peut pas. Et puis ça veut dire quoi un intimidateur? Si vous voulez, le phénomène de la répétition, puisqu'on définit le harcèlement, je vais pas donner une définition très académique tout à l'heure, mais le phénomène du harcèlement, c'est de la répétition, tout le monde le dit, effectivement, c'est pas un événement qui produit du harcèlement, c'est la répétition et c'est un film dans le temps, c'est quelque chose qui dure, vous voyez. La répétition et la durée dans le temps, elle est vraie pour la cible. Elle n'est pas forcément vraie pour les intimidateurs. Ils peuvent avoir été très ponctuellement intimidateurs 2-3 fois. Ils ont pu rigoler au surnom qu'on donnait à la personne. Mais comme il y a un grand nombre, vous voyez, comme ils sont, enfin, c'est tout le reste des élèves qui est potentiellement intimidateur. Donc, on peut pas les identifier au sens où on ferait des statistiques pour les dénombrer. Ça n'a pas de sens. Les cibles, malheureusement, on finit par avoir des statistiques parce que comme pour elles, c'est des situations qui durent, c'est bien ce qui fait qu'elles sont prises dans une situation. Vous voyez qu'on peut dire qu'elles sont victimes, cibles, et qu'elles commencent à avoir des symptômes, etc. Oui, on peut les identifier. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont jamais été dans des intimidateurs eux-mêmes. Elles ont pu être intimidateurs. J'ai eu des témoignages de ce genre. C'est ça, c'est très mouvant. Je trouve que c'est intéressant parce que ça pose aussi la question de la responsabilité de ses actes, en fait. Et qu'à un moment donné ou un autre, on peut être dans un rôle ou dans un autre, qu'une fois, peut-être ça peut paraître pas très important à un jeune ou à un enfant ou adulte. Mais que, en fait, c'est la quantité reçue par
cible qui amène la souffrance et la quantité de souffrance. Et il y a un décalage entre ce qui est vécu par les cibles et ce qui peut être émis tout à fait. Par certains. Donc, je trouve que ça va être une des difficultés aussi, enfin en tout cas un des éléments à l'école ou en tant que parent, en tant qu'éducateur, pour faire prendre conscience vraiment de cette responsabilité et qu'il suffit de peu. C'est peut-être, ça peut paraître peu pour un enfant ou un jeune de dire ou de faire ça, mais ça peut être avoir un impact terrible. Et puis la question de l'empathie aussi, je trouve que ça soulève toutes ces questions-là à travailler avec nos jeunes en fait. Tout à fait. Est-ce que ça arrive plus souvent le harcèlement? Est-ce que ça arrive plus souvent en primaire qu'en secondaire ou plus tard? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors, encore une fois, sachant que c'est difficile à mesurer, je me doute, mais en réalité, ça arrive dans tous les niveaux. Ça peut même arriver encore dans l'enseignement supérieur, surtout dans ce qui est les écoles un peu fermées, les prépas, les écoles un peu fermées. Bon, l'université, comme on est beau, on peut y aller ou ne pas y aller. Vous voyez, il y a une sorte de liberté qui fait que c'est moins important. Mais dès qu'on est en vase clos, ça peut arriver. Donc, on met les enfants en vase clos, il y a d'ailleurs des maltraitances. Alors évidemment, c'est souvent au collège qu'on voit, je dirais qu'on estime que c'est un peu le moment où c'est très très compliqué. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui fait la différence entre le premier degré et le second degré à mes yeux? C'est que dans le premier degré, les relations que les enfants ont entre eux sont certes importantes, elles le sont beaucoup trop d'ailleurs, mais il y a quand même la relation à la famille qui est encore primordiale. On se construit dans la relation à sa famille quand on est encore dans le premier degré, enfin c'est souhaitable. Dans le second degré, on passe à l'adolescence, et là, progressivement, la famille, ils le savent de toute façon les enfants en entrant dans le second degré qu'il va se passer autre chose là. Et progressivement la famille, on va la laisser de côté, on va se construire dans son monde de sa génération, avec ses pairs, avec ses camarades. Et c'est sûr que là, quand ça se passe mal, c'est encore plus douloureux. C'est vécu de manière encore plus comme un échec. Alors le problème aujourd'hui, évidemment, c'est que comme on est, ça c'est vraiment très contemporain, puisque dans mon enfance c'était pas du tout le cas. Aujourd'hui, on demande aux enfants très jeunes d'avoir une vie sociale. Et ça c'est très grave. On crée du problème, on crée des problèmes pour nos enfants, parce qu'ils peuvent pas avoir une vie sociale. Enfin, ils peuvent pas avoir une vie sociale au sens où on l'entend nous. Et les adultes plaquent comme ça une vision de leur vie, comme si ça devait être la même qu'une vie sociale d'adulte, avec des amis, et puis on les invite, et puis on s'entend bien, puis on est fidèle, et puis on tient sa parole, je ne sais quoi, et on est toujours gentil avec celui-là parce que c'est notre copain. Enfin, c'est pas du tout ça le monde de l'enfance. Vous voyez? Et on plaque ça, et donc on les oblige à à décoder leur relation avec notre vision, ce qui est complètement faux pour eux. Donc, ils s'imaginent avoir des problèmes même quand ils n'en ont pas parfois. Vous voyez, la bonne copine d'une année, l'année d'après, elle est plutôt copine avec une autre. Alors, les adultes vont parler de trahison, d'abandon. Il y a des mots comme ça. Trahison, abandon, mais enfin. Vous voyez, c'est aberrant. Et l'enfant, du coup, va le vivre comme ça, au lieu de se dire, voilà, quoi. Ouais, ça passe. Et même les adultes vont aussi avec cette espèce d'obsession qu'il ne faut pas que son enfant reste seul, puisque toutes les statistiques disent qu'un enfant seul a plus de chances d'être harcelé. Bon, bref. Donc, vous voyez, et donc il faut, il y a une bonne copine ou un bon copain, on va faire en sorte qu'ils restent ensemble, et puis on va leur faire une activité ensemble, et puis on va les covoiturer, et on force quelque chose dans la relation. Or, il y a beaucoup de cas de harcèlement entre élèves qui se passent entre ex-bons copains. Enfin, c'est très courant. Et on ne permet pas, du coup, à ces enfants, dans toute l'enfance, la période de l'enfance avant l'adolescence, où les relations entre camarades devraient être mineures par rapport aux relations majeures que sont celles avec la famille, on ne leur permet pas de développer, je dirais, une intuition, une boussole intérieure qui dise, ouf là, ouais, il est sympa avec moi, mais je me fais pas trop d'illusions, et puis je sens bien ce qui se passe. Vous voyez, ils ont une intelligence en réalité, ils sont très intelligents, ils sentent, même s'ils mettent pas des mots très clairs, ils perçoivent qu'il peut y avoir là un peu de jalousie, ou là un peu de concurrence, ou là un peu, et que là c'est un peu menaçant, et là au contraire c'est quelqu'un avec qui on peut respirer. Ils le sentent. Et développer cette capacité à se diriger vers les bonnes personnes, c'est important, parce qu'une fois qu'on est au collège, là, ça va devenir crucial.
Et on n'autorise pas nos enfants à faire ça parce qu'on les force à avoir plein d'amis, des anniversaires remplis, d'être invités partout. Donc, on force les relations. C'est extrêmement toxique. Et en plus, le sens du mot amitié, je pense qu'ils comprendront jamais ce que c'est si on fait ça, vous voyez. Donc, je trouve ça vraiment très grave. C'est très, très grave. Et on leur permet pas de vivre l'expérience de la solitude sans en avoir peur. Ils ont tout de suite peur de la solitude. Les parents sont paniqués par la solitude de l'enfant et donc eux-mêmes vont être terrifiés. Et vous imaginez, si vous avez peur de la solitude quand vous construisez dans les relations avec les autres, mais vous devenez le jouet de... Alors là, vous êtes une cible, vous voyez. Enfin, on est tous... Là, on est tous des cibles potentielles. Là, quand même, la meilleure manière de se protéger, c'est encore de dire non, mais non, merci, en fait. Je suis très bien seule. Ouais. Donc là, j'entends, c'est assez compliqué parce qu'on a parlé tout à l'heure en termes de terreau, donc de peur, là de vase clos aussi. Et finalement, vous évoquez aussi le fait de ne pas laisser aux enfants développer leur relation de manière intuitive, naturelle et avec leur propre boussole intérieure. Et ce qui fait que finalement, l'intervention ou l'interventionnisme de certaines familles, de certains parents, va finalement enlever le fait qu'ils soient équipés pour pouvoir évoluer dans leur environnement, s'adapter, créer des relations ou pas. Et du coup, ça interpelle parce que finalement, on se rend compte qu'en voulant bien faire, vraiment mais oui. On fait avec des bonnes intentions. C'est ça. C'est ça. Ok. Moi, du coup, j'ai cette question. Est-ce qu'il n'y a que les enfants qui harcèlent dans ces milieux-là? Et est-ce qu'il n'y a que les enfants qui se font harceler dans le milieu scolaire, puisqu'on est parti un petit peu dans le milieu scolaire? Alors, si on parle donc du harcèlement au sens d'intimidation, dans ce sens-là, pas de harcèlement. Oui. Non, l'intimidation, le fait d'avoir peur d'un groupe, finalement, si on peut définir comme ça le harcèlement dans le milieu scolaire. Pour un individu, d'avoir peur d'un groupe, un enseignant peut se trouver cible d'une classe, même d'élèves au-delà de la classe. Et des élèves, alors il y a aussi toutes les maltraitances qui viennent des enseignants sur les élèves et qui fédèrent du coup une sorte de groupe imaginaire, qui est pas vraiment, qui inclut le prof et les autres élèves. C'est des enseignants qui vont se moquer d'un élève, malheureusement beaucoup plus fréquent qu'on ne croit, sans avoir conscience de se moquer, mais qui vont user de l'ironie, user de la boutade, qu'ils croient parfois gentils et spirituels et je ne sais quoi. Et ça peut en fait vraiment créer une dynamique où peut-être sans que l'enseignant s'en rende compte, le groupe d'élèves un groupe d'élèves va s'associer à cette espèce de manière de rire de l'élève en question, de la cible, et ça peut créer du harcèlement qui inclut l'adulte, en quelque sorte. Donc, non, les adultes ne sont pas étrangers à ce phénomène, c'est clair. Et vous savez, il y a une culture en France de l'ironie, ou on se moque de celui qui ne sait pas. C'est incroyable. Entre jeunes, mais d'adulte à jeune, c'est incroyable. Vous voyez ça dans les familles. Ah, tu ne sais pas ça, toi. Vous voyez, le côté, mais c'est incroyable. Tout le monde n'a pas su un jour ou l'autre. Et alors, quand c'est de la part d'un enseignant, vous imaginez à quel point c'est aberrant. L'enseignant, il est là pour enseigner quelque chose. Il n'est pas là pour, a priori, considérer que l'élève doit savoir. Sinon, il n'a pas besoin d'aller à l'école. Donc, c'est normal de ne pas savoir. Mais c'est vraiment plus fréquent qu'on ne croit, je pense, le fait de manier comme ça l'ironie. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est un problème systémique aussi, vous voyez. C'est pas juste. C'est ça, parce que pour le coup, c'est une autorisation qui est donnée, en fait, quand l'enseignant, en termes d'exemplarité, quand l'enseignant lui-même se permet, banalise les moqueries, c'est un contrat qui est très clair, qui est donné au reste des enfants de la classe de pouvoir se moquer et que c'est partie des comportements tolérés, quoi. Clairement. Ouais. À ce titre, d'ailleurs, il y a, alors après on pourra en reparler sur que faire justement quand ça arrive, mais
Il y a une petite différence entre le premier degré et le second degré, c'est que les profs en primaire surveillent les classes dans la cour, amènent les enfants dans le rang, enfin, voilà, suivent les enfants de la cour à la classe et du coup passent beaucoup plus de temps avec les enfants dans ces moments informels. Et du coup, là, on a les deux. On a ce qu'on vient d'évoquer, un enseignant qui lui-même se moque, l'autorise et l'incite. Bon, c'est une catastrophe. Mais un enseignant peut avoir en primaire, plus de vigilance pour le coup, parce qu'il a plus d'occasion de voir aussi comment les enfants se comportent entre eux, en dehors de l'école. Et puis, quand ils sont dans la cour, quand ils jouent, sans forcément penser au regard de l'adulte, ou au contraire ceux qui vont se mettre dans certains coins de la cour en pensant échapper au regard de l'adulte. Il y a beaucoup de choses à mettre en place là-dessus et de vigilance à proposer aux enseignants. Tout à fait. Donc, est-ce que vous auriez des petits conseils là-dessus, des points de vigilance qu'on pourrait donner aux enseignants? Oui, moi je pense que les enseignants devraient développer une sorte de curiosité anthropologique. Déjà ça. Avant, souvent les enseignants sont bloqués et ils ont ce défaut que tous les adultes ont, les parents, les enseignants, face aux problématiques de maltraitance entre élèves, c'est qu'ils veulent tout de suite avoir une action là, maintenant, tout de suite là. Vous voyez, enfin, c'est comme on donne tout de suite un conseil. Ah, il t'embête, tiens, je te donne tout de suite un conseil. Et avant de comprendre, de vraiment comprendre, d'observer, de voir les choses, vous voyez, la boucle se dérouler et voir comment ce film. Vous voyez, on reste sur la photographie, on traité par la pilule. Je sais pas comment dire. Vous voyez, quelque chose un peu comme ça. Et du coup, je pense que les adultes eux-mêmes ont des tentatives de solution, c'est-à-dire ils vont faire des choses qui aggravent. Donc, par contre, avoir vraiment une curiosité, anthropologique sur comment ça se passe entre les élèves, comment ça se passe cette communication, comment ça se passe comment ils vivent ce monde de leur entre eux. Je trouve ça très, très intéressant. C'est curieux que ça n'intéresse pas plus. Il n'y a pas de recherche là-dessus quand on réfléchit bien. Vous voyez, pourtant les enseignants ils sont au premier poste, ils pourraient voir des choses, dire des choses extrêmement intéressantes. Ou ils doivent, certains le voient, observent, mais je trouve que c'est pas partagé. Vous voyez, chacun va éventuellement garder ses petites observations. Mais c'est déjà une bonne. Ils pourront en parler plus entre eux. Déjà, ça montre qu'ils sont vigilants, ça les rendrait vigilants. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça boucle avec le fait d'avoir deux mondes séparés, les enfants entre eux et puis ce qui se passe en présence des adultes. Et effectivement, le fait déjà de s'intéresser, de regarder, d'observer, permettrait d'être moins ignorant de ce qui se passe et des vraies relations. Parce que souvent, quand on arrive et qu'il y a un enfant qui se plaint de quelque chose, ce n'est qu'une partie de ce qui s'est passé. Et quand on a été amené à voir avant, moi je le vois de mon expérience quand je surveille les cours, je suis plutôt sentinelle, très très ultra vigilante à ce genre de choses, et c'est assez intéressant de voir la boucle et comment on pourrait être emmené et roulé dans la farine si on se mettait qu'à écouter une seule version et surtout la version finale, celle qui est donnée. C'est assez surprenant parfois tout ce qui a pu amener à ça, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est fondamental d'avoir une vision globale de tout le fil et toute la scène, comme vous disiez. Alors après, il y a une chose quand même qui est assez encore aberrante aujourd'hui. Moi, j'ai été formée il y a 17 ans, mais je ne pense pas aujourd'hui que dans la formation initiale ou même continue, il y ait un seul mot qui soit prononcé sur comment on surveille une cour, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est acceptable, quels sont les enfants, voilà, comment ça se passe une foule d'enfants, quels sont les phénomènes qui peuvent émerger. Et c'est vrai que c'est absent de la formation initiale et de la sensibilisation initiale. Ça fait partie des présupposés, ils vont savoir. Ils vont arriver et puis on a étudié plein de choses dans la formation initiale et puis on arrive concrètement devant des élèves et on surveille une cour le premier jour. Et ben, faut deviner. Et c'est vrai que je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire là-dessus, parce que ça peut aussi être à l'origine d'un manque de préparation, en fait. Tout à fait.
tout à fait. Et quand on n'est pas préparé à faire face à une situation, on ne voit pas. On n'a pas. Je veux dire, vous voyez, c'est notre capacité d'observation et de discernement est liée à un apprentissage, est liée à la possibilité de savoir observer. Ça, vous voyez, si on n'a pas appris, et surtout si on a peur de ne pas savoir faire de ce qu'on observe, parce que c'est ça aussi le problème des enseignants, c'est que je vais faire de ça. En plus, quand on a essayé de faire 2-3 choses et que ça a juste aggravé, on se dit bon je vais arrêter d'y toucher, je vais les gérer entre eux, et on se met des œillères. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont plus vigilants parce que ils savent pas quoi faire de ça. Oui, et puis on arrive souvent, moi, ce que j'ai pu observer, c'est on ne sait pas quoi faire, alors on reproduit ce qu'on a vécu nous, ce qu'on a vu quand on était à l'école, ou ce que les collègues font. Et moi, je vois beaucoup de collègues qui vont dire « Oh, c'est pas grave, laisse, allez ». Et ça, voilà, quand un enfant vient appeler à l'aide, c'est inentendable de pouvoir dire « C'est pas grave, s'il prend la peine de venir voir, c'est que vraiment, c'est important. » Donc, bien sûr. Et c'est assez banalisé à l'école, ça fait pas partie en termes de culture, comme vous disiez, il y a cette culture de l'ironie et culture de la moquerie d'une. Et puis il y a à l'école ce truc qu'on se réveille, un cerveau qui vient se remplir, qui arrive, on ne sait pas comment, mais qui n'a pas de corps, qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'émotion, et que tout ça ne doit pas se vivre à l'école. On ne va pas en parler. Il y a une espèce de tabou. Exactement. Où on dit on le traite pas, quoi, alors que. Oui, non, mais c'est même au niveau des apprentissages, c'est une aberration. Ça, c'est un autre sujet, mais vous savez, c'est un autre sujet. Et en même temps, moi, je travaille beaucoup sur les apprentissages, sur la dimension relationnelle et émotionnelle. Et ça a beau être un autre sujet, ça entre en ligne de compte, parce que quand un enfant qui déjà vit des situations d'intimidation à l'école, il rentre à la maison. Alors, il a du mal à apprendre, forcément. Il n'en parle pas, parce que c'est un peu honteux, donc il n'en parle pas. Il rentre à la maison et il a ses parents qui lui tombent dessus avec « alors, t'as fait tes devoirs, alors vas-y », et des engueulades à n'en plus finir au sujet des devoirs. Les parents qui croient bien faire, moi je leur jette pas la pierre, parce que qui leur dit à ses parents alors, mesdames, messieurs, il va falloir surveiller tous les soirs que votre enfant… Qui leur dit ça, les fameux réunions de rentrée. Bon, et donc, nous informons que tous les lundis, il y aura un contrôle de géographie. Ah, je connais. Et donc, les parents qui se sentent investis d'une mission, d'être une sorte de bras armé de l'enseignant à la maison, on les a investis, ils le font, ils entrent en conflit avec leurs gamins, ils cherchent même pas à comprendre. Et puis, il y a des injures qui volent, t'es paresseux, je ne sais quoi. Il y a un moment, c'est l'enfer. Et est-ce qu'on croit vraiment qu'en induisant ça chez les parents, en induisant cette espèce d'autoritarisme suspicieux, contrôlant, vous voyez, sanctionnant, ce qui devrait rester le rôle de l'enseignant. Moi, je suis pas du tout contre la sanction et tout ça, et contre je dirais le fait d'imposer des résultats, d'imposer un travail, pas du tout. Il n'y a rien sans effort, on est bien d'accord. Donc moi, je suis extrêmement exigeante. Mais ne donnons pas aux parents un rôle qui revient aux enseignants. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on induit dans les familles? Des relations tendues au sujet de l'école, du reproche, du mal-être, et aucune joie de découvrir merveilleux. C'est merveilleux d'aller à l'école, nos enfants vont à l'école, ils apprennent des choses, mais c'est tellement merveilleux. Et ça, il n'y a jamais ça. Vous voyez, et donc, on crée, vous voyez, c'est autour des apprentissages, on parlait de contexte tout à l'heure, autour des apprentissages, on crée comme ça une atmosphère de souffrance à la maison, parce que c'est là où ça fait souffrir le plus, c'est à la maison. Quand c'est les disputes avec les parents, mais c'est affreux quand même. Et on devrait se ressourcer à la maison, c'est déjà assez dur comme ça à l'école. Si en plus à la maison c'est l'enfer avec les parents. Et on s'imagine que les enfants vont faire des apprentissages, que ça va bien s'imprimer dans leur esprit. Le cerveau va être opérationnel. Bon, vous voyez, enfin tout est lié, parce qu'imaginez les enfants qui sont cibles, et très souvent ils chutent dans les notes, et les parents mettent un peu de temps à comprendre que c'est à cause de ça, et donc souvent ils leur mettent une couche sur comment ça se fait, tu travailles pas. Déjà, si on ne demandait pas aux parents d'être les bras armés des enseignants à la maison et qu'on leur donnait un rôle utile, ce serait pas mal, même par rapport à la question du harcèlement scolaire. Voyez. Exactement. Super, c'est intéressant parce que moi, je le glisse, mais on avait, dans une école où j'étais récemment, on avait décidé de prendre en charge les devoirs. Et du coup, on avait donné un autre rôle explicitement aux parents
qui était de demander à leurs enfants de quoi ils se souvenaient, qu'est-ce qui les avait marqués dans la journée, et les enfants avaient à charge, on le préparait dans la classe, avaient à charge de préparer ce moment, cette discussion, de se rappeler, ça servait de bilan, de se rappeler ce qui avait été compris, appris, ce qui était nouveau, personnellement, pas juste de ce qu'on avait fait, et du coup de dire, bah tiens, ce soir, je vais parler de ça ou ça à ma famille, à mes parents. Et dans cette idée de faire un aller-retour joyeux entre l'école et la maison, et d'être dans cette stimulation, dans ce regard, d'impliquer les parents, puisque surtout à cet âge-là en primaire, donner vraiment un poids à l'école en disant ça m'intéresse ce que tu fais mon enfant, je suis curieux de savoir, et on les guidait pour avoir cette relation-là. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui marchent très bien, même si au départ il y a certains qui ont un peu peur en disant mais si ces petits font pas leurs devoirs, s'ils avancent pas, ils vont les faire, justement. C'est nous qui allons les prendre en charge, et vous avez un autre rôle, et ça marche hyper bien. Mais oui, c'est bien parce que ça permet aux parents d'être en fait les alliés de l'école. Et l'école, du coup, donne aux parents des missions dans lesquelles ils réussissent forcément. Il faut que l'école arrête de mettre les parents en échec. C'est parce ça. que c'est mauvais parents d'élèves, hein. Votre enfant fait pas ses devoirs. Hein. C'est ça, complètement. Et puis, il se conduit mal ensuite. Donc, bon, on n'arrête pas d'accuser les parents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un moment, ça sert à rien. Non, leur donner des missions qu'ils peuvent remplir, comme ce que vous décrivez. Moi, je valide complètement ça. Alors là, vraiment, totalement. Après, ce que je trouve intéressant avec les devoirs, hein, qui sont faits à la maison et donc en dehors de tout adulte, c'est que finalement, la visée des devoirs dans les petites classes, hein, c'est de peu à peu développer l'autonomie et l'appropriation très personnelle d'un travail. Et savoir, tiens, parce qu'ils découvrent peu à peu, les enfants, si vraiment ils s'approprient les devoirs de manière autonome, ils découvrent comment ils apprennent. Est-ce que moi, j'apprends mieux si je le fais au dernier moment? Est-ce que j'apprends mieux si je le fais 3 jours avant? Ils font des expériences hors de tout contrôle des adultes. Et ça, c'est intéressant. Et à mon avis, c'est ça l'intérêt des devoirs, sans que les adultes y mettent leur nez, dans les petites classes. Vous voyez? Alors, c'est pour ça que je trouve très, très bien ce que vous décrivez. Juste, on peut se dire que finalement, les devoirs qu'ils font à l'école avec vous, c'est encore de l'école. C'est simplement un prolongement de l'école, en quelque sorte. Alors, ça dépend comment c'est fait. Là, en l'occurrence, justement, il y a ces méthodes de recherche d'autonomie, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont pas... Alors, on pourrait trouver tout seul, mais à condition qu'il n'y ait pas derrière, et ça dépend comment c'est traité. C'est pareil, si les devoirs sont donnés dans cette optique d'explorer, de chercher avec un droit à l'erreur, on peut ne pas savoir tout de suite, ne pas avoir fini, c'est OK. Sauf que la plupart du temps, derrière, il y a des sanctions, des humiliations, des punitions, qui n'a pas fait ses devoirs, etc. Et ça, ça me fait soin. Bien sûr. Enfin bon, ça, on s'éloigne un petit peu, mais en même temps, c'est lié. C'est lié parce que c'est la confiance en soi qui se développe à travers ça. C'est la fierté, c'est le désir d'être à l'école. C'est la joie qu'on trouve à y aller. Donc, c'est quand même très lié aussi à... parce que je pense que si les enfants ont confiance en eux et confiance dans les enseignants et sentent qu'il n'y a pas de menace, je dirais, l'école ne menace pas l'équilibre de la famille. Et vous voyez, finalement, je pense qu'ils vivent moins dans la peur, ils ont moins besoin d'être dans des dynamiques d'intimidation les uns vers les autres aussi, quand même. C'est moins nécessaire, puisque l'intimidation répond à un contexte de peur. Hein. C'est une manière de prendre le contrôle, en fait, sur de la peur. D'accord. Donc justement, donc ça c'est un des éléments pour prévenir le harcèlement et l'intimidation à l'école. Est-ce que vous en avez d'autres à proposer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Qui pourrait faire quoi en fait? Alors, je pense que il faut pas non plus se faire d'illusions. Les phénomènes comme ça de maltraitance entre pairs, il y en aura toujours. La nature humaine est ainsi faite. Il ne faut pas croire qu'on fabriquera tout à coup des enfants 100% gentils, bienveillants. Enfin, vous voyez, cette espèce de rêve. C'est pas vrai. Faut lâcher ça tout de suite. Parce que sinon, on va retomber dans des tentatives de solutions. Ils vont nous offrir ce visage. Ça va être un faux self. On va développer chez eux, vous savez, le phénomène du faux self. C'est-à-dire un truc tout bien sous rapport comme ça. Et puis, dans les bas-fonds des relations cachées, tout qui ressort. Donc non, faut pas se faire d'illusions. La jalousie existera toujours, quoi qu'on
qu'on fasse. Là, vous voyez, enfin, toutes ces émotions qui sont destructives. Et donc, on aura toujours des phénomènes d'intimidation. Donc, une des manières de faire de la prévention, c'est de les repérer vite et d'agir vite. Ça, je pense que c'est une des meilleures manières de faire de la prévention. Vous voyez, pas au sens où on va éradiquer les racines du mal, là, et on va fabriquer un homme nouveau parfait, non. Mais au sens où on va, par contre, où on sait ce qu'on doit faire si ça arrive. Donc, ça nous donne la capacité d'être vigilant, vraiment vigilant. Et donc, on réagit vite. Et donc, ça ne devient pas des situations graves, ça reste des petites choses qui sont vite réglées et qui même permettent, du coup, aux enfants de grandir au travers de ces expériences. Parce que ces expériences, on découvre la méchanceté. On découvre que c'est en nous, chez l'autre. Les effets sont des expériences intéressantes en soi. Et comment on les traverse qui font que on va mûrir par rapport à son propre potentiel de méchanceté qu'on a tous. Et voilà, et l'être humain est quand même au départ égocentrique. Donc, en étant égocentrique, il est forcément dangereux pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, comment il va lui-même mûrir et grandir au travers d'expériences qu'il va faire? Donc, c'est pas éviter que ça existe, c'est bien le capitaliser, le traiter pour que ça soit capitalisé comme quelque chose d'éducatif. D'accord. Intéressant effectivement, comme changement de posture. Et quels sont les signes, du coup, qui doivent alerter? Les signes, des signes de souffrance. Tout ce qui ressemble à des signes de souffrance, en fait. Et la souffrance, elle peut prendre le visage de la colère, de la méchanceté parfois. Alors vous voyez, on a assez souvent des parents qui nous racontent, on a senti que ça n'allait plus tellement quand il est devenu très méchant avec son petit frère. Vous voyez, des choses comme ça. Hein, donc on peut avoir de l'agressivité. Ça peut être un symptôme de souffrance. Chez des enfants qui avant n'étaient pas particulièrement agressifs, par exemple en famille. Ça peut être, comme on disait, des moins bons résultats, une sorte de tristesse. Ça peut être aussi de la surexcitation. Ça peut être un signe de souffrance. Vous voyez, oui, tout signe de souffrance. Donc, c'est important d'être... un même symptôme peut être lié à de la souffrance ou pas. Donc, c'est vraiment... voilà. Il y en a, ça va être des cauchemars, effectivement. Parce que... Très observateur, en fait, et observer le contraste aussi, les changements, quoi. En fait, moi, puisque j'ai une consultation généraliste, je vois toutes sortes de souffrances, et quand c'est un enfant qui arrive avec une souffrance quelconque, je dirais, tiens, il se met à faire des cauchemars. Je me pose toujours la question, comment ça se passe avec les camarades? Je vais explorer. Vous voyez, quand on a un doute, ça coûte rien d'explorer. C'est une bonne manière s'il y a un moindre symptôme de souffrance, se poser la question, vérifier. Parce que si ça vient de là, il vaut mieux le traiter, parce que sinon on va traiter autre chose et ça ne servira à rien. Est-ce qu'il y a des réactions à éviter, des maladresses, des choses qui peuvent vraiment empirer la situation? Oui, beaucoup de choses, beaucoup de maladresses. Je pense que de plus en plus, ce que j'essaie de transmettre, parce que c'est difficile pour moi de transmettre des choses qui ne sont pas dangereuses, puisque je dirais que tout geste, si on le prend de manière rigide, peut devenir une tentative de solution, peut aggraver. Je pense que face à une plainte, face à une souffrance comme ça, quand on décèle une souffrance chez un enfant, il y a une première phase qu'il faut respecter. C'est une phase où on n'intervient pas, mais on prend vraiment le temps d'accueillir, de créer ce que j'appelle moi une relation d'alliance qui permet à un enfant de vraiment décrire, dire ce qu'il vit et le décrire, sans qu'il y ait tout de suite des conseils, tout de suite des jugements, tout de suite des bouffées d'émotions. Ça, c'est à prescrire. Vous voyez, bien sûr qu'on est bouleversé de voir un enfant souffrir et on peut lui dire. Mais si c'est juste le côté indignation ou des douleurs qui est mise en avant, ça effraie l'enfant, il va se taire, il va plus rien raconter. Parce que pour un enfant, c'est effrayant de voir les adultes entrer dans tous leurs états. Ça montre qu'ils sont démunis, en fait. Vous voyez, ils perdent les pédales, donc c'est pas du tout rassurant. Donc il faut montrer qu'en fait, l'adulte doit être conscient que ça existe. Doit montrer à l'enfant qu'il est conscient que ça existe, qu'il y a déjà réfléchi, qu'il est prêt, qu'il a déjà digéré en quelque sorte, même s'il est très ému. Voilà, vous voyez, et ça c'est rassurant pour un enfant. Sentir quelqu'un d'aguerri, je dirais, qui a déjà vu ce genre de choses. Ça le rassure. Et donc d'avoir le temps, surtout pas donner tout de suite des conseils.
Vraiment, surtout pas. Surtout pas tout de suite une solution. L'enfant a peur de tout, qu'on sorte nos solutions de notre chapeau là, et que ce soit pas du tout ce qu'il veut. Donc c'est vraiment prendre ce temps de créer la relation d'alliance, une certaine forme d'écoute et une manière d'aller explorer avec l'enfant ce qu'il vit. Ça évidemment, ça demande faut un peu être formé, mais l'idée c'est de savoir faire décrire à l'enfant les scènes qu'il vit dans leur boucle interactionnelle. Hein, c'est vraiment donc ils t'ont fait la dernière fois que c'est arrivé, toujours contextualiser. C'était quand, c'était où, à quel endroit, il y avait qui, vous faisiez quoi avant. Plus on contextualise, plus on a une vision, je dirais, claire qui nous permet de discerner. Et l'enfant lui-même, du coup, dans le dialogue avec nous, va discerner et ça le rendra plus habile lui-même. Le simple fait de voir clairement les choses. Vous savez, quand on souffre, on voit plus rien, on est noyé dans sa souffrance et on vit les choses comme une éternelle répétition, mais on ferme notre capacité de discernement et d'observation. Être nouveau capable de ça, c'est le dialogue avec l'adulte qui le permet. Et donc, de revisiter les scènes, de voir comment ça se passe, de regarder ce que chacun fait. Et toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Et donc, il fait ça. Et à ce moment-là, tu as réagi, tu as répondu, tu as évité, qu'on ait la boucle. Parce que ça permet de peu à peu mettre en évidence comment les choses se répondent et s'amplifient. Et déjà être très, très, je dirais, lucide sur ça, de bien voir. Pour l'enfant, c'est extrêmement rassurant, vous voyez. Et en plus, il sent quelqu'un qui est totalement de son côté, totalement avec lui, qui est vraiment son allié, et qui va entrer dans ce vécu. Déjà, ça enlève le sentiment de solitude. Il se sent pleinement rejoint. Il se sent pleinement pas du tout jugé. Et ça permet, bon après ça c'est un peu un savoir-faire, mais ça permet de l'aider aussi éventuellement à faire le pas de côté qu'il faut faire pour pas retomber dans le scénario habituel. Ça permet de voir s'il y a des choses utiles à faire avec d'autres alliés, d'autres personnes à mobiliser de manière stratégique bien sûr, pas dans l'accusation autant que possible parce que ça donnerait bon. Enfin, vous voyez, de voir tiens, mais comment on peut faire. On commence à réfléchir avec une bonne base. Ça c'est très rassurant pour l'enfant. C'est beaucoup plus rassurant que l'indignation et je ne sais quoi, tout de suite les conseils, mais te laisse pas faire, puis t'as qu'à lui répondre ça, et puis je vais parler à la machine. Même si ça part de bonnes intentions, de bonne volonté, c'est effrayant pour le gamin, il va plus parler après. Très bien. Bon, on a peut-être un petit peu parlé déjà, mais à plus long terme, comment on répare, comment on accompagne un enfant qui a subi de la souffrance à l'école liée à des intimidations? En tant qu'enseignant, en tant que parent? Ouais, tout, parent, enseignant, et puis après, à qui peut-on faire appel quand on Je pense que le propre d'un enfant, d'un jeune qui a vécu ce genre de traumatisme, c'est un traumatisme. Donc, du fait que je pense que si on a vraiment vécu ça, on a vraiment, c'est devenu un trauma. Hein. Vous voyez qu'il faut réparer vraiment. Si on est à ce stade-là, je pense que là, il faut quand même, ça aide quand même d'avoir un professionnel, un bon psychologue. Ça aide. Après, il faut trouver quelqu'un qui nous aide vraiment. Je pense qu'il faut tout de suite être très vigilant et vraiment sentir les effets, le bienfait. Sinon, voilà, faut jamais faire confiance 100%. Il faut toujours vérifier que ça nous fait vraiment du bien. Maintenant, en tant que parent ou enseignant, il faut garder à l'esprit que ce jeune qui a vécu ça, ce qu'il a vécu, c'est une perte de confiance en soi, c'est une dévalorisation. Donc, dans notre relation à cette personne, on doit favoriser tout ce qui lui donne le sentiment d'être compétent. Mais de manière juste. Parce que si on est dans de l'hyperprotection, on ne lui dit pas qu'il est compétent. On lui dit, je suis inquiet pour toi. C'est fragile. Vous voyez, ça peut être pesant, ça peut ancrer une illusion d'incompétence. Donc, c'est vraiment réfléchir à quelle est la bonne posture pour lui donner le sentiment d'être compétent. Dans certaines situations, ça peut être des stratégies où nous-mêmes, on se montre incompétent pour que l'enfant se sente compétent. Vous voyez ? Ça peut être ça. Donc, c'est vraiment, il faut être assez fin. L'idée, c'est vraiment de donner le sentiment de compétence à l'autre.
Parce que c'est ce qu'il a. Le problème du harcèlement, c'est, alors ça, on va entrer dans les choses un peu plus techniques, mais c'est que ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle nous une escalade complémentaire. L'escalade complémentaire, c'est quand c'est une certaine forme de violence, c'est pas la seule possible, hein, puisqu'il existe aussi l'escalade symétrique où je me moque de toi, tu te moques de moi, je t'insulte, tu m'insultes, je t'injurie, tu m'injuries, je te frappe, tu me frappes. Bon, ça c'est l'escalade symétrique. C'est une certaine forme de violence. Ça peut faire, ça crée en général un perdant. Le perdant souffre beaucoup, mais ce qu'il a en lui en général, c'est quand même le sentiment de sa légitimité, puisqu'il a combattu. Il n'est pas du tout content d'avoir perdu, il souffre énormément, il peut d'ailleurs être un peu piétiné par l'autre, mais quand même, vous voyez, il y a cru. Donc en général, il n'a pas complètement perdu confiance en lui. Il y a une forme de... L'escalade complémentaire, c'est le schéma un peu, pour aller vite, hein. Je rigole de toi. Oh ben moi, je me montre tout gentil, parce que je me dis que comme ça, tu vas te calmer. Hein. Non, en fait, tu ne me calmes pas du tout. Hein, je te lance un truc un peu plus méchant. Oh ben, je ricane un peu, histoire de dire que ça me fait rien. Je t'injurie, ouf, je fuis, je te regarde plus. Je te tape, je dis rien, je pleure dans mon coin, je le cache, je dis. Et on a cette espèce de dégringolade avec le sentiment qui là, pour le coup, est vraiment très, très, très dangereux, d'impuissance totale de la cible. Impuissance. Je ne peux rien faire. Et donc, sentiment d'échec dans la relation à l'autre qui est notre égal, qu'on a beau être officiellement des égaux, ben il est 1000 fois plus fort que moi et moi je ne vaux rien. Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas de compétence, je n'ai pas de capacité, je suis faible. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est terrible, de croire ça. Croire ça est terrible. Et donc, ça c'est les vraies situations de harcèlement. Et si on a vécu ça, vous voyez, sur la durée, il faut sortir de cette illusion de faiblesse. Donc, toute occasion qui nous donne un sentiment de force, de compétence, d'être en capacité de faire face même à quelqu'un en face qui serait un peu, vous voyez, ça restaure, ça répare, ça sauve ça fait sortir de cet écueil dans lequel on est tombé. C'est comme ça, je pense qu'on se répare. Bon, intéressant. Et ma collègue alors qui demandait en lycée, je crois, donc prof de lycée, comment, voilà, une collègue ou une équipe qui voudrait faire quelque chose et changer le terreau de son établissement et voilà, quels sont les premiers pas, les premières choses que vous leur proposez de faire? Quels sont les premiers conseils que vous leur proposez? Pour les équipes, les enseignants en particulier, hein, franchement, je trouve que la méthode, la préoccupation partagée, portée par Jean-Pierre Bellon en France, hein, est extraordinaire. Il faut bien la maîtriser. Il faut avoir une bonne maîtrise de cette méthode, mais une fois qu'elle est bien maîtrisée, elle est extrêmement efficace. Et elle est totalement applicable par des enseignants, puisque ce sont des petits entretiens. Vous voyez, ça ne prend pas un temps fou. Ça prend certes un peu de temps. Hein. De toute façon, on ne fait jamais rien sans y passer un peu de temps. Mais c'est vraiment à la portée des professionnels de l'éducation. Vous voyez, c'est vraiment... Et ça permet de désamorcer très vite des logiques de groupes toxiques. Vous voyez, de réindividualiser, de donner la possibilité aux jeunes de choisir la bonne posture, en fait, de ne pas se laisser piéger par toutes ces postures toxiques dans lesquelles chacun de nous peut tomber sous l'effet d'un groupe ou d'une peur, vous voyez, et donner cet appui pour qu'en fait ils choisissent la bonne posture. C'est un cadeau magnifique qu'on leur fait. Donc tout ce travail avec les intimidateurs est très éducatif. Ça fait sens à l'école puisqu'en fait c'est un travail éducatif. Moi je trouve que franchement une équipe qui voudrait, vous voyez, la première chose à faire dans un processus de construction, en dehors du fait qu'il faut espérer autant que possible que cette équipe s'entende bien entre elles. Ça va répéter des choses, de faire travailler les enfants là-dessus, ça, en miroir, ça renvoie aux relations entre collègues. Mais bon, voilà, déjà, rien que quelques collègues qui s'entendent bien, qui ont une bonne confiance, qui disent, tiens, on va faire quelque chose, on veut mettre quelque chose en place dans l'établissement, et bien si ils acquièrent cette compétence-là, de mettre en place une équipe qui pratique la préoccupation partagée au sein de l'établissement, je trouve que ça fera bouger les choses, c'est évident. En termes d'économie, c'est un effort de formation, d'acquisition de compétences qui est minimal par rapport aux bénéfices.
Ouais. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est pas ce que je fais moi, hein, donc voilà. Après moi c'est ce que j'essaie de communiquer à ces équipes. Je suis en train d'ailleurs de travailler sur ça avec mes collègues. Hein. C'est vraiment, on travaille avec quelque chose qu'on va fournir. C'est vraiment éviter de dire aux cibles, aux victimes, ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Éviter les erreurs, ne pas leur dire toutes ces phrases qu'ils n'ont juste pas envie d'entendre et qui font qu'ils ne parleront plus. C'est éviter de les laisser se replier dans le silence. Ça, c'est, je dirais, par rapport aux cibles, c'est la priorité. D'accord. Et si par ailleurs on a des équipes qui travaillent à assainir les comportements des intimidateurs, c'est déjà énorme, quoi. Ça fera déjà un énorme changement par rapport à la situation actuelle. C'est ça, puis c'est très complémentaire en fait les deux approches. Finalement, ça permet de faire le tour de la question et on peut en faire plusieurs tours bien sûr, mais je vais dire de commencer par. Okay. C'est tout à fait complémentaire. Ouais. Et justement, alors dans votre livre, le harcèlement à l'école, c'est ça? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Voilà, si on veut retrouver par la suite, pour ceux qui vont nous regarder, qui veulent un petit peu, que ce soit des parents ou des profs, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver vos écrits, vos propositions, vos soutiens, vous et votre équipe? Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu les références? Mon livre, je l'ai écrit à une époque où je ne connaissais pas Jean-Pierre Bellon, et donc je ne savais, je pensais, et parce que je ne savais pas, je ne voyais pas, moi, comment on pouvait s'adresser aux intimidateurs de manière stratégique. Bon, j'en avais pas dans mon cabinet en même temps, je n'avais pas l'occasion de faire des expériences. Moi, je n'avais que des cibles. Donc je me disais, à part, on va leur faire des leçons de morale, c'est pas stratégique du tout. Donc ce qui m'intéressait en rencontrant Jean-Pierre Bellon, c'est de découvrir que lui, c'est un travail totalement stratégique avec les intimidateurs. Donc on est dans une même vision systémique du harcèlement comme qualité émergente d'une relation et pas du tout le propre d'individus soit faibles, soit pervers narcissiques, je ne sais quoi. C'est pas du tout ça. On a bien compris. Hein. C'est un contexte, des rencontres, une dynamique interactionnelle, voilà, qui se met en place. Donc c'est la qualité émergente d'une relation, le harcèlement, et ça n'appartient pas aux individus. On a la même vision et on a aussi la même manière d'intervenir, c'est-à-dire stratégique. Donc, du coup, aujourd'hui que je me rends compte que c'est possible, moi, je préconise la lecture de ces livres qu'il a écrit avec Bertrand Gardette. Hein, donc, il y a le harcèlement à l'école, le vaincre, c'est possible, qui a été réédité là en janvier 2018, qui, je pense, voilà. Il y a d'autres bouquins. Il faut regarder la bibliographie de Jean-Pierre Bellon. En général, c'est très très utile et très pragmatique parce que c'est des études de cas. On peut entrer, vous voyez, c'est mon bouquin aussi, aborde des études de cas. Parce que, vous voyez, c'est pas pour rien qu'on a abordé des études de cas. C'est parce qu'il faut toujours contextualiser. Dans un contexte qu'on peut mener une réflexion. C'est là que ce sera juste. Voilà. Moi, après, mon bouquin, il parle du point de vue, le point de vue par rapport aux cibles. J'essaye autant que possible, pour pas créer de nouveaux problèmes, d'analyser plutôt les erreurs et ce qui aggraverait dans un contexte, pour que les gens peut-être réfléchissent un peu, prennent conscience finalement à peut-être certaines erreurs qu'ils pourraient faire pour en faire moins, quoi. Ouais. D'autres. Après, il y a des sites internet, il y a un petit film sur le site de Canopée, il y a un petit film qui a été fait sur les méthodes de Jean-Pierre Bellon, il y a son site internet. Bon, le ministère fabrique de plus en plus des outils intéressants, la réflexion avance, la campagne sur le sexting, elle est quand même drôlement bien, là. On a un bon clip, hein, cette année, on est content. Il est fait avec beaucoup d'intuition. On a l'intuition de comment ça se passe pour les jeunes, donc c'est alors que c'est vrai qu'il y a eu des clips un peu moins heureux dans d'autres campagnes, quoi. Non, mais c'est bon, la réflexion avance. On a du retard en France. On est très, très en retard par rapport à d'autres pays, donc on passe par des erreurs, c'est normal. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'était très très riche, assez. C'est plein d'espoir parce que ça montre que tous on peut agir, qu'à la fois des erreurs on en fait déjà, mais il y a des moyens de les éviter en prenant conscience, en comprenant, en se renseignant plus et en étant déjà juste observateur et curieux avec cette curiosité anthropologique que vous évoquiez.
Que le harcèlement scolaire, c'est aussi le résultat d'un terreau global, d'une ambiance globale, d'un vase clos. Donc, être vigilant à ce qu'on propose dans notre établissement au-delà des apprentissages. À la maison aussi, avec nos enfants, les relations qu'on a le soir au-delà de juste les devoirs. Être curieux des changements, de ce qui se passe chez eux, de différents signes qui peuvent nous alerter et qui en soi, hors contexte, sont pas significatifs, mais ces changements de comportement et ces attitudes, voilà, essayer d'aller observer autour, de regarder ce qu'il en est pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui pourrait se passer en dessous. Laisser une place aussi, j'ai retenu dans ce que vous avez proposé, laisser une place à l'enfant qu'on accueille, sans tout d'abord lui proposer des conseils et être dans l'ingérence et prendre à sa place, parce qu'on envoie un message contraire et en plus on ne résout pas ses problèmes. Alors qu'en l'accompagnant et en le laissant aussi revisiter, prendre du recul, sécuriser auprès de l'adulte qui l'écoute, ça va lui permettre aussi de comprendre les mécanismes et les réponses et comment les choses s'enclenchent. Et du coup, il se sentira rejoint, oui, voilà. rejoint, avec une totale empathie. Oui, c'est ça. Le développement de l'empathie aussi, justement, de l'écoute, en ce qui concerne aussi les profs et les éducateurs en général, les professionnels de l'éducation, parce qu'il se passe sinon un monde duquel on est exclu et sans loi et sans regard des adultes. Un souci d'exemplarité, c'est-à-dire que si on cultive cette culture de l'ironie, de la moquerie, qu'on ne laisse pas place à l'erreur et pas dans les mots, mais dans les actes à ses élèves, eh bien, ça aussi, ça donne un modèle de comportement que les jeunes vont se sentir autorisés de reproduire. Exactement. Je rêve d'enseignants qui diront merci pour cette erreur. Oui. Il y en a. C'est une erreur intelligente. Elle nous permet et on comprend comment elle a été faite. Ça nous permet tous de comprendre comment on tombe dans. Quel est le raisonnement qui mène à. C'est extrêmement intéressant pour tous. Mais j'avais eu un prof qui faisait ça à la fac, ça m'avait frappé. C'était la première fois que j'entendais ça en linguistique. Et puis ça laisse la place aux autres justement de se dire moi aussi je peux me tromper, ça abaisse la peur de tout le monde. Enfin voilà, il y a un effet sur tout le monde qui améliore les relations de tout le monde en fait aussi. Hein. Bon. Bien, je suis ravie de tout ce contenu. J'ai hâte de diffuser ça aux parents, aux collègues, aux profs, aux éducateurs, parce que c'est des domaines sur lesquels on est en train d'avancer et c'est bien de contribuer à accélérer tout ça. Le bien-être à l'école, c'est important, voilà, de limiter la souffrance à l'école. Grandir, oui, apprendre des expériences, oui, mais avec aussi une conscience qu'on peut faire mieux, on peut accompagner mieux les jeunes et leur proposer autre chose. Il le faut absolument. Sinon, on les livre à un apprentissage tragique, quoi. C'est ça. C'est ça, exactement. On a vraiment une responsabilité en tant qu'adulte, vraiment. Tout à fait, tout à fait. Alors, merci encore Marie Cartier. Et puis, on suit tout ça, y compris les propositions que vous êtes en train de faire au ministère de l'Éducation pour pouvoir concrètement au sein des écoles avoir des outils, des clés pour agir. Merci encore. Merci beaucoup, Sarah. Au revoir.